Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le comité d'organisation et les membres du CHAR de m'avoir invité à évoquer la vie de Robert Piquet, surtout connu pour être un pionnier et un apôtre de l'aviation sanitaire. Mais aussi, toute sa vie, il a été médecin, chirurgien, scientifique, enseignant, et sa vie est source d'inspiration. Je souhaite d'emblée déclarer un conflit d'intérêts, puisque je suis actuellement le médecin-chef de l'hôpital qui porte son nom, et donc forcément, j'ai un lien fort, comme toutes les personnes de l'hôpital, avec Robert Piquet. Alors, Robert Piquet est né à Paris le 15 décembre 1877. C'est dans une famille de militaires, de père en fils. Son grand-père était examinateur à l'école militaire de Saint-Cyr. Son père, brillant Saint-Cyrien, disait tout le temps à ses deux fils « Tu seras soldat et tu seras médecin ». Robert Léon Piquet et Georges Piquet seront tous les deux médecins militaires. Vous voyez ici son acte de naissance qui se retrouve et la photographie de Robert Piquet. Son oncle, lui, médecin militaire et éminent chirurgien des hôpitaux de Paris, sera son modèle. Lucien Piquet va être médecin militaire à l'hôpital du Gros Caillou. Il va être démissionné en 1880 pour être à la fois chirurgien des hôpitaux de Paris et enseignant. Il va être le fondateur de l'assistance chirurgicale pour les aliénés, nommé chirurgien en chef des asiles de la Seine en 1899. Il va notamment participer à la fondation de la clinique chirurgicale à l'asile clinique de Sainte-Anne. Enseignant connu pour son côté très pratique et des conférences de clinique à l'Hôtel-Dieu très documentées et exigeantes sur la méthode, il sera bien évidemment caricaturé comme beaucoup d'enseignants de cette époque. Il a une activité scientifique assez forte. Pendant la guerre 1914-1918, il sera affecté à l'hôpital militaire Bégin en 1915 et obtiendra d'aller aux Dardanelles, suivre les armées à Salonique et en Serbie. Chirurgien consultant de l'armée d'Orient, il va aussi créer une société scientifique. On est professeur et on en reste toujours. Mais revenons à Robert Piquet, le centard, étudiant en médecine, qui après une année à l'école de médecine d'Angers, va réussir brillamment le concours de l'école de santé militaire de Lyon, nouvellement créée, puisqu'elle ouvre ses portes en 1888. Déjà, ses traits de caractère qui vont l'amener à être celui qu'on connaît sont notés. Il est remarqué par la vivacité de son intelligence, la fermeté et l'originalité de son caractère, par son ardeur au travail. Il va connaître ses maîtres lyonnais, Jaboulet et notamment Testu, pour lequel il va découvrir tous ces schémas d'anatomie et qui va certainement le rendre passionné d'anatomie. Il sort dans les premiers de sa promotion avec une thèse sur la hanche-botte et son oxéoarthrite et fait une année à l'école d'application du service santé militaire du Val-de-Grâce, dont il sort major de promotion. Vous voyez ici à droite le laboratoire d'anatomie de l'école de santé que ceux qui ont connu l'école jusqu'en 1981 ont vu transformer à l'époque en bibliothèque. Il est affecté au 5e régiment du génie de Versailles, jeune régiment formé pour les sapeurs du chemin de fer, en fait pour permettre aux armées d'avoir cette logistique dans leur capacité. Ce régiment va exploiter par exemple la ligne Charles-Orléans avec des militaires dans tous les métiers, du guichetier au chef de gare, aux conducteurs de train, aux agents d'exploitation. Et Robert Piquet va, comme tous les officiers de son régiment, et c'est son trait de curiosité, curieux de tout, voulant tout apprendre, il va apprendre à conduire un train. Puis il est affecté à nouveau à l'école et à l'hôpital du Val-de-Grâce parce qu'il est voué à l'enseignement auprès de ses maîtres. Ses maîtres sont les médecins généraux inspecteurs Mignon et Toubert. Mignon va lui apporter le goût de la discipline chirurgicale rigoureuse, de la technique opératoire précise et de la sagesse dans les indications opératoires. C'est Toubert qui va surtout le préparer à l'agrégation. Ses camarades disent qu'il développe au contact de ses maîtres, que sont aussi son oncle, puisqu'il son oncle fait opérer à Brousset et il suit les enseignements à la faculté de Paris, développe à leur contact ses connaissances scientifiques, ses qualités personnelles, de charme et de séduction. Il est reçu premier au concours de l'agrégation du Val-de-Grâce et nommé médecin-major de 2e classe, c'est-à-dire capitaine.
On dira qu'il a réussi premier grâce à une solide préparation jointe à un remarquable talent d'exposition et virtuosité dans l'exécution des dessins au tableau. Pendant 5 ans, il va assurer un enseignement en tant qu'agrégé, un enseignement qualifié d'inimitable. Au lit du malade, comme en salle d'opération à l'amphithéâtre, en salle de dissection comme à la table de médecine opératoire, ses leçons étaient d'une clarté éblouissante, dira Docter. Un sujet aride, traité par lui devenait pour tous d'une compréhension facile. Son discours élégant, prononcé d'une voix chaude et prenante, savait entraîner la conviction et faire partager ses vues, souvent originales. Sous sa parole élégante, dira toujours ce camarade Usac, qui est un peu plus ancien, sous sa parole élégante, claire et précise, accompagnée de sa main habile, tant pour le dessin que pour les dissections pour montrer une voie d'abord, que pour opérer, l'enseignement anatomique de notre vieille école se rénove. Puis Robert Picquet va prendre 2 ans de congé des armées pour à la fois approfondir des travaux scientifiques et de préparer l'agrégation des facultés de médecine. Il va continuer de donner des cours d'anatomie, suivre des cours et des exercices pratiques à la Sorbonne. C'est à cette époque se manifeste un tabès avec des stigmates majeurs que seront un strabisme léger, une marche hésitante et une incoordination des mouvements qui obligeait à exécuter ses gestes chirurgicaux avec un effort de surveillance constant. Certains diront qu'il était très réglementaire, sujet à des sautes d'humeur imprévisibles, liés à son tabès, mais il se rachetait toujours par son extrême courtoisie. En 1913, il présente sa thèse de doctorat et devient donc professeur agrégé d'anatomie et d'embryologie des facultés de médecine. Cette même année, il fait paraître un ouvrage, traité pratique d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire, qui est, selon les commentaires de l'époque, le mariage de l'anatomie et de la chirurgie. Vous voyez ici un dessin de tabatière anatomique. Puis Robert Picquet réintègre les armées et est nommé par le ministre de la Guerre à l'hôpital militaire Saint-Nicolas de Bordeaux, que vous voyez ici dans sa cour intérieure. Il existe toujours, pas en tant qu'hôpital, mais en tant que direction du service santé. Et à la faculté de médecine de Bordeaux, où il sera participera aux travaux de la chaire d'anatomie du professeur Gintès. À cette époque-là, Bordeaux s'intéresse beaucoup déjà à l'aéronautique, et vous voyez quelques publications qui ont été faites sur le mal des aviateurs, par exemple, à propos d'un meeting aérien à Bordeaux. On voit ici Robert Picquet en tenue de toge de professeur, mais ce tableau qui est à l'hôpital Robert Picquet date d'après la guerre, puisque là on voit qu'il a la Légion d'honneur et il la recevra que pendant la Grande Guerre. Justement, la guerre éclate et Robert Picquet, déclaré inapte à faire campagne en raison de son tabès, fait appel et obtient la chefferie de l'ambulance numéro 3 hippomobile du 18e corps d'armée, qui est le corps d'armée de la région aquitaine de Bordeaux. Contrairement à la doctrine d'évacuation immédiate prônée par Delorme au début de la guerre, tactique qui est liée aussi, je dirais, à un front qui était très très mobile, à aussi le fait qu'il y avait énormément de blessés d'un coup, lui va à l'inverse prôner les secours chirurgicaux au plus près de la ligne de feu, à l'instar de ses anciens Percy et Larrey un siècle auparavant. Il va ainsi œuvrer vers la frontière belge d'abord, puis en Lorraine, à l'Argonne, en Champagne, sur le chemin des Lames, à Verdun, Bordeaux et Verbeil. Vous voyez ici l'état-major, mais aussi tout ce carriole hippomobile où il emmène tout son matériel. On va passer quand même de l'hippomobile à la traction motorisée, certes, en raison de son tabès, justement, Robert Picquet aimait beaucoup se promener parce qu'il avait des problèmes à marche à cheval, et c'était un de ses loisirs préférés. Certains disent d'ailleurs qu'il faisait certaines visites à cheval, mais bon, j'ai pas pu le confirmer. Là, vous voyez ici une voiture chirurgicale qu'il commande. On voit des gens qui vont la dessiner et l'améliorer parce que l'ambulance à ce niveau n'avait pas encore de structure chirurgicale à ce moment-là. Donc lui étant chirurgien, bien évidemment, va demander tout ce matériel. Je vous l'ai montré ici vide, juste avec la stérilisation, pour montrer comment elle était aménagée à l'intérieur.
Voilà un petit peu comment installer cette ambulance dans des habitations qui sont réquisitionnées à ce moment-là. Vous avez ici tout ce qui est la stérilisation, ici la salle opératoire septique et aseptique, et le laboratoire qui rappelle que Robert Piquet était très attaché à la médecine opératoire, et lui, les progrès de la chirurgie se concevaient avec les autres spécialités. Dès que le front va se stabiliser, et on va à ce moment-là installer des postes chirurgicaux avancés, comme le poste de Poligné à Souin, près de Suippes, sur le chemin des Dames. C'est ce poste qui est tenu par Robert Piquet, justement, où il va y avoir sur 66 mètres de front, 2 galeries et 8 travées. Vous voyez ici qui est organisé. Un autre plan, qui est celui du médecin général inspecteur Mignon, à un autre endroit. Voilà comment étaient installés ces endroits qui étaient particulièrement protégés, à quelques kilomètres à peine des lignes de front, mais qui permettaient que les équipes soient protégées des bombardements, parce que, on le voit maintenant, d'ailleurs actuellement avec l'Ukraine, les guerres de tranchées, c'est une guerre de bombardement d'artillerie. Et donc on voit ici tout le matériel pour les gaz, pour lutter contre les gaz de combat, la stérilisation, l'arsenal chirurgical, une salle opératoire, et ici, un blessé particulier qui est une désarticulation interscapulo-thoracique, un maréchal des logis chef qui, lui, va être quelqu'un que Robert Piquet va suivre particulièrement. C'est toujours un enseignant-chercheur. Il va organiser un enseignement au profit des médecins des lignes et ambulances de corps d'armée. Il va animer la société médico-chirurgicale de la 5e armée, justement, pour toujours faire des tests et lutter par exemple contre la communication du docteur Chevassus à la Société de chirurgie, qui le 8 mars 1916 prône encore les résultats heureux des méthodes abstentionnistes en chirurgie. Il va justement produire un certain nombre de séries pour démontrer la légitimité de la chirurgie précoce dans les plaies de ventre pour le blessé de guerre. Toujours soucieux d'améliorer le rendu pour les blessés, il va faire des études sur les plaies de poitrine, 125 cas opérés par lui, avec des observations qui vont du moment de la blessure jusqu'à la convalescence. Il fera partie aussi d'une commission d'études de la gangrène gazeuse, un mal qui était particulièrement important pour les blessures qui avaient lieu dans les tranchées. Il demandait à être réveillé à chaque arrivage de blessés. Mais donc quelqu'un qui est très très proactif, il va aussi envisager la spécialisation d'un médecin pour l'aide psychique. C'est justement commencer, et pour nous c'est intéressant, les débuts de l'idée qu'un médecin s'occupe de l'anesthésie. Il va confier ça au professeur Dupéré. Il précise aussi les indications de la transfusion avec la technique du professeur Jean Gros, qui a été mise au point dans ces moments-là. Et il va y ajouter notamment tout ce qui est la surveillance de la transfusion et tout ce qui va pouvoir l'entourer et l'encadrer. On voit ici les salles dites de réchauffement, où justement une infirmière est en train d'encadrer la transfusion qui se passe, et ici, les salles de réchauffement, ça nous parle, nous, avec, quand on sait que les salles de réveil ont mis du temps à arriver dans notre pratique. Alors c'est un médecin aussi d'une grande humanité, on le voit ici dire au revoir aux patients, on les recevoir, ici vous retrouvez justement le chef qui a été opéré de cette désarticulation scapulo-thoracique. Pour la dynamique de groupe, il fait des repas, mais il continue de travailler toujours pour les études que je viens de vous citer. Et il est aussi violoniste, et quand on regarde l'installation qui est faite, on voit bien que les plafonds sont couverts, le sol est fait de plancher. Certes, on est dans des caves, mais c'est particulièrement bien installé. Robert Piquet finit la guerre avec 4 citations élogieuses. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1916. Il sera d'ailleurs médecin principal de 2e classe, c'est-à-dire rang de colonel, et officier de la Légion d'honneur en 1920. Il est ensuite réaffecté à Bordeaux comme chirurgien-chef des hôpitaux militaires. Il va réorganiser l'hôpital Saint-Nicolas, mais aussi l'hôpital chirurgical complémentaire de Talence, qui était utilisé par les Américains de 1917 à 1919, pour y créer le service de chirurgie avec ordre et discipline. Un petit trait de son espièglerie, un de ses adjoints était toujours en retard, et le matin, il a fait sonner le clairon, la sonnerie du réveil, bien connu des militaires, sous ses fenêtres, et ce médecin n'est jamais, après, n'était plus en retard. Il avait compris.
Il occupe aussi la chaire d'anatomie, il va remplacer justement le professeur Gentes décédé, et il finira sa leçon inaugurale en disant « Et nous aurons hérité pour la vie du patrimoine sacré de vos vertus, vaillance et sacrifice », c'est ce qu'il dira à ses élèves, et c'est un trait marquant de son caractère. Alors, venons-en à l'aviation sanitaire, qu'est-ce qu'elle est au début du XXe siècle? Certes, un médecin général hollandais, De Maux, avait imaginé le transport des blessés par ballon à air chaud, mais c'est au cours de meetings que va être lancé le prix du docteur Duchossois, association, et de l'association des dames françaises, et c'est Marie Marvint, infirmière de la Croix-Rouge, particulièrement célèbre pour ses exploits sportifs. Elle participe au Tour de France, elle sera aussi championne de natation, qui va jusqu'en 1912 mener une campagne pour financer un projet d'avion sanitaire, donc d'avion dédié aux évacuations sanitaires. Mais c'est en 1917 seulement que Eugène Chassin, qui lui est médecin, député du Puy-de-Dôme, va créer l'aviation sanitaire. Après un vibrant appel dans la Chambre des députés, dont il est membre, et plusieurs articles de journaux, il va obtenir des crédits pour transformer en avion sanitaire un appareil de type Doran AR, afin d'accélérer le transfert de blessés. Il bénéficiera du fait que cet avion va être un petit peu déclassé pour les armées, et il sera appuyé en cela par Justin Godard. Justin Godard est un député de Lyon, qui aura œuvré comme brancardier au début de la guerre, et va être nommé sous-secrétaire d'État au service de santé pour pouvoir justement réorganiser le service de santé. Et ce tandem va permettre justement que la section technique de l'aéronautique crée un avion sanitaire. On voit ici justement comment il est chargé de blessés par le haut. Il faut 6 brancardiers pour l'installer. Et vous voyez le plan de cette installation. Alors, Eugène Chassin doit toujours convaincre, mais il trouve un appui en la personne du général Lyotet, résident général au Maroc, qui lui a des difficultés particulières pour les évacuations sanitaires, puisqu'il y a de grandes distances. En octobre 18, il est invité au Maroc, et il va élaborer une tactique sanitaire avec le commandant du régiment d'aviation, définir les besoins en avion, les communications par téléphone et télégraphe, repérage des terrains d'aviation, ce qui est quelque chose de particulièrement important. Les premières évacuations sanitaires structurées au Maroc vont intervenir, d'autant plus qu'un certain nombre d'avions, après la guerre, vont être démobilisés et vont pouvoir être transformés, notamment les bombardiers, en avions sanitaires, comme vous voyez ici, sous le brevet 14 Tébis. En France, il y a à ce moment-là une proposition de résolution à la Chambre des députés concernant la recherche de terrain et l'organisation des champs d'aviation sur l'ensemble des territoires. On est dans un pays toujours très rural, et le champ, c'est une production agricole. Donc, obérer des champs pour des terrains d'aviation, c'était quand même une action qu'il fallait particulièrement encadrer, qui n'était pas facile au début. Une autre doctrine d'emploi va être aussi de transporter l'équipe chirurgicale et son matériel auprès du blessé pour les traiter, c'est l'aérochir. Alors le terme d'aérochir a été utilisé au départ par Chassin et récupéré par Nemirovski, qui est surtout un industriel très attaché à rentabiliser ses productions. Il va s'associer au Dr Timmer en 1918, mais sans succès car la guerre s'arrête et il y aura juste quelques expérimentations comme ici, la prise d'une radio avec l'équipe chirurgicale. Et vous voyez là comment sont installés sur cet avion voisin type X Aérochir le matériel. Ceci ouvre quand même la voie aux antennes terrestres chirurgicales aéroportées qui vont recommencer en Indochine, et actuellement encore on a des modules qui peuvent, les Anglais l'ont fait en Afghanistan, mais les modules chirurgicaux pouvaient être portés très en avant, comme le module de chirurgie vitale. Alors, dans la même période à Bordeaux, apparaît la nécessité d'avions sanitaires sur le territoire du 18e corps d'armée en Aquitaine. Au camp d'aviation de Cazaux, beaucoup d'accidents aériens graves exigent des interventions chirurgicales urgentes, et Cazaux est à 80 km et 2 heures de route. Robert Piquet lui-même décrit cette révélation. La révélation d'urgence de ce moyen moderne nous vint le jour d'hiver 1922, où mandés à Cazaux, près de 2 aviateurs tombés le matin, nous les trouvâmes vers 16 h, à la nuit tombante, attendant sur leur brancard ensanglanté la décision du chirurgien. Il nous resta alors, les jugeant malgré tout transportables, à les ramener par la route, désespérément chaotiques jusqu'à l'hôpital de Talence, où ils arrivèrent à 22 h, refroidis. Et on décrit justement la triade
la fameuse triade létale du choc hémorragique. Il souligne ce paradoxe qui dit que les blessés du temps de paix sont éloignés d'un sang, se trouvent dans de conditions beaucoup plus défavorables au temps de paix que les blessés du temps de guerre, auprès desquels on mettait les chirurgiens. Dès lors, il va s'employer à organiser l'emploi systématique et rationnel du secours médical aérien, et ce jusqu'à sa mort. Il va le faire avec l'appui de la direction du service de santé, de la direction de l'aéronautique militaire, et notamment du colonel Félix Marie, le commandant du terrain d'aviation militaire de Cazaux, qui va créer une section d'avions sanitaires, avec des avions de type Breguet 14 et Henriot. Il fait ça sur les 5 départements du 18e corps d'armée, et souhaite l'étendre à tout le pays et au bénéfice des militaires et des civils, puisqu'il y aura aussi beaucoup de civils qui pourront bénéficier de ces évacuations sanitaires. 21 terrains sont aménagés, certains même de nuit, pour autoriser poser de nuit. À côté de l'hôpital de Talence, le châtelain de Thouars va prêter sa prairie uniquement aux avions sanitaires pour raccourcir encore les délais de prise en charge. Un pilote lui était attitré, l'adjudant Gogel, mis à disposition, et il va lui permettre de passer aussi un brevet d'officier d'observateur en avion. Robert Piquet totalisera 107 vols et 170 heures de vol. Les succès vont s'enchaîner et il va pouvoir en parler pour justement promouvoir l'aviation sanitaire. Le soldat marchand, les 2 cuisses labourées par une palle d'hélice, va avoir une amputation de sauvetage et une transfusion, le tout en 2h30 après l'accident. D'autres cas, des membres inférieurs écrasés, et Robert Piquet sera toujours prêt à prendre l'air pour sauver des vies. Il est un promoteur passionné de l'aviation sanitaire en France et à l'étranger pour convaincre sceptiques et les détracteurs, parce qu'ils seront nombreux forcément, comme dans toute découverte. Il va se servir des congrès internationaux de médecine militaire, de médecine aussi, avec les sociétés de chirurgie, la Croix-Rouge à Genève, les réunions de la Société internationale de chirurgie. Il va aller même jusqu'en Amérique du Nord, à Washington et à Montréal, avec le médecin général Usac, son ami. Il préparait le congrès aéronautique de Varsovie le 30 mai, qui devait avoir lieu du 30 mai au 4 juin, mais c'est là que va intervenir cette dernière mission aérienne le 1er juin 1927. Le général Marie appelle Robert Piquet vers 16h pour cas désespéré de l'épouse d'un officier pilote de Cazaux qui a un syndrome présent de syndrome abdominal avec hémorragie. Sans hésiter, Robert Piquet répond « J'ai besoin de voir la malade, j'y vais ». Mais la météo est mauvaise et la nuit approche. Son pilote, Gogel, accepte, mais à condition seulement d'utiliser des Henriot plutôt que des Breguet 14 bis, étant trop lourds. Ils vont donc partir, dans le cadre de cette météo, ils vont donc partir avec un Henriot d'entraînement et un Henriot sanitaire. Arrivé à Cazaux à 19h45, Robert Piquet diagnostique une rupture de grossesse extra-utérine et 3 avions repartent puisque le mari repart avec un avion. Vers Marcheprime à mi-chemin, des flammes s'échappent du moteur de l'avion de Robert Piquet, qui est un avion d'entraînement. Assis devant le pilote et atteint par les flammes, asphyxié, Robert Piquet essaie de se dégager pour rejoindre le pilote, mais handicapé par son tabès, fait un faux mouvement et tombe de 80 mètres dans le vide. L'avion va se poser en flammes, le pilote sera grièvement brûlé. L'avion du pilote Gogel se pose pour essayer de secourir le premier avion qui est en flammes. L'autre avion va lui capoter et sans blesser. Le corps de Robert Piquet est retrouvé une demi-heure après des recherches, et là il est dit qu'il n'était pas forcément mort tout de suite. On décrit des blessures importantes au crâne, à la colonne vertébrale, une grande souffrance. On dit qu'il respirait encore, mais ce qui est possible, parce qu'en fait il est tombé sur une zone de pinède et de forêt. On peut se dire que cette pinède avait pu amortir sa chute. Cependant, il va décéder très vite, dès que les secours arrivent. La malade, elle, arrive à l'hôpital de Talence, est opérée et est sauvée. L'annonce de la mort de Robert Piquet provoque une grande émotion, comme on le voit dans cette journal, où d'ailleurs, en plus, 2 pilotes sont morts le même jour à Mérignac. Le convoi funèbre à la levée de corps va se faire en présence du clergé, des autorités civiles et militaires. Il sera précédé de la musique du 144e mairie qui va jouer des marches funèbres. Une escorte va rendre les honneurs militaires. Un jeune marin
suit le catafalque en portant sur un coussin les décorations de Robert Piquet. Robert Piquet qu'il avait sauvé quelques temps auparavant en l'opérant d'une plaie du cœur. Après les cérémonies, le cercueil est transporté à la gare Saint-Jean-de-Bordeaux en direction de Paris, sa ville natale. Il va y avoir évidemment une cérémonie à l'hôpital et l'école du Val-de-Grâce le lendemain, qui est, je dirais, le point central du service de santé des armées depuis la Révolution. Puis, Robert Piquet est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Sur sa tombe, cette dernière patiente va faire graver cette épitaphe: à celui qui donna sa vie pour sauver la mienne. Il va y avoir beaucoup d'éloges, d'hommages au moment de l'enterrement et des obsèques, je dirais, et après. Ces éloges m'ont permis, grâce à l'amabilité du musée du Val-de-Grâce, d'avoir de mieux cerner le caractère de Robert Piquet, puisque beaucoup vont écrire sur lui à ce moment-là. Une souscription internationale va permettre d'inaugurer cette plaque qui se trouve à l'école du Val-de-Grâce, vers la salle Rousset. On voit ici une photo de l'inauguration qui sera inaugurée par le ministre de la Guerre, Painlevé. Les hommages continuent avec l'hôpital militaire qui est créé en 1936 pour regrouper les activités de Talence et de Saint-Nicolas. Il porte le nom, jusqu'à maintenant, de Robert Piquet. En 1937, va être aussi érigée une stèle commémorative sur les lieux où fut retrouvé Robert Piquet à Marcheprime. Et il y a régulièrement des cérémonies. Et là, vous voyez les photos de la cérémonie qui a eu lieu l'année dernière pour commémorer les 95 ans de la mort de Robert Piquet. En conclusion, on peut dire que Robert Piquet était un médecin toute sa vie dévoué à ses malades. Chirurgien de talent, scientifique rigoureux, enseignant à la pédagogie novatrice et pratique. Toujours plus loin, toujours plus haut, était sa devise qui était la sienne quand il enseignait, quand il faisait de la chirurgie et quand il a été l'apôtre de l'aviation sanitaire. Il mérite de faire entrer l'aviation sanitaire dans une ère nouvelle, celle des applications du temps de paix, ouvrant la voie au développement futur pour le bénéfice de tous. Et pour conclure, je vais vous lire la citation à l'ordre du corps d'armée, écrite le lendemain de la mort de Robert Piquet par le ministre de la Guerre, Paul Painlevé. Savant remarquable, professeur éminent, chirurgien de grande valeur, homme d'un dévouement admirable, type accompli du médecin et du soldat, véritable apôtre de l'aviation sanitaire qui a permis de sauver tant de vies humaines, a trouvé une mort glorieuse en se portant de toute urgence au secours d'un malade dont l'existence était en danger. Je vous remercie de votre attention et vous donne la bibliographie qui m'a permis de retrouver et de décrire la vie de Robert Piquet.